Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Ramayad, secrétaire d'État au sport et auteur d'un livre qui sort aujourd'hui, Lettres à la jeunesse. Ramayad, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Depuis mardi, la polémique enfle sur la présence des lycéens et des étudiants dans les manifestations. Ségolène Royal était mardi soir sur TF1, je vous propose de l'écouter. À 15 ans, à 16 ans, je pense en effet que les jeunes sont responsables et savent pourquoi ils descendent dans la rue. Je leur demande d'ailleurs de descendre dans la rue, mais de façon très pacifique. Alors depuis, elle a un peu atténué ses propos. Pour vous, c'est quoi? C'est une faute politique d'appeler les jeunes à descendre dans la rue? Je crois que c'est une erreur majeure. C'est la preuve d'une certaine irresponsabilité, mais en même temps, il y a quelque chose de pathétique dans cette surenchère à vouloir absolument, je pense pour des raisons internes au Parti socialiste, vouloir être celle qui représente le mieux l'opposition. Et du coup, elle s'est enfermée dans un propos qui dépasse une affaire d'élection interne, mais qui a un impact réel par le poids de l'irresponsabilité qu'elle porte en incitant des mineurs à sortir dans la rue, même pacifiquement, puisque vous savez qu'il y a encore quelques jours, 2 jeunes filles d'un lycée de Haute-Savoie ont été brûlées au visage à la suite d'un incendie provoqué par le blocage du lycée. Et l'une doit subir quand même des greffes au visage. C'est quand même ça qui se passe. Donc je crois que si les lycéens ont le droit de sortir dans la rue comme ils le souhaitent. Et je pense d'ailleurs à ce sujet que même s'il y a des groupuscules politiques qui s'agitent, on le sait dans les lycées, dans les universités. L'UMP soupçonne le PS d'orchestrer, de manipuler les jeunes. Il y a sans aucun doute des groupuscules activistes qui agissent en sous-main. Il suffit, moi-même, enfin dans ma ville, il suffit d'aller dans les sorties d'école. Vous voyez bien, ils sont présents. Néanmoins, je pense toutefois qu'il faut écouter les jeunes. Il faut écouter ce qu'ils disent. Et ce qu'ils disent, à mon avis, tient peut-être à la réforme des retraites, mais plus globalement à leur avenir. Et ce message-là, je crois que nous devons l'entendre. Et quand je dis nous, je ne parle pas simplement du gouvernement, je parle de l'ensemble de la classe politique, parce que la question qui est posée à travers les revendications de la jeunesse, c'est une question qui concerne toute une génération depuis la fin des 30 Glorieuses. On va y venir, puisque c'est effectivement le sujet de votre livre. Juste une dernière question là-dessus. Le PS accuse l'UMP de céder un peu à la panique. C'est le cas? Vous avez l'impression? Le fait que les jeunes soient dans la rue, qu'aujourd'hui plus de 300 établissements sont bloqués, et que ça dérive un petit peu? Non, le gouvernement est serein, calme et déterminé pour mener cette réforme qui est faite pour nous sauver notre système de répartition. Relever l'âge légal de départ à la retraite de 2 ans à 62 ans progressivement d'ici 2018. Vous voyez, par rapport à nos voisins qui sont déjà à 65 ans, je trouve que cela n'a rien de choquant. Et quand on parle de précipitation ou de ce dont vous venez de témoigner, on se trompe. Pourquoi ? Parce que ça fait 10 ans qu'on en débat. Sous le gouvernement Juppé, Balladur, Raffarin, on débat de la réforme des retraites. On se rappelle que les socialistes, quand ils ont fait eux-mêmes une réforme des retraites sous Mitterrand, sous François Mitterrand, ils sont passés par les ordonnances, c'est-à-dire aucun débat, circuler, rien à voir, rien à débattre. Là, ça fait des mois qu'on discute et ça fait des années qu'on analyse, plus d'une décennie qu'on analyse le sujet. Donc je crois qu'il n'y a absolument aucune précipitation, aucune panique, au contraire, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité et de détermination. Alors ces lycéens et ces étudiants qui commencent à être dans la rue, il y en a aussi d'autres qui ne le sont pas. Vous vous adressez à eux dans cette lettre à la jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ce que je voudrais leur dire, c'est d'abord qu'on entend le message d'inquiétude de cette génération qui est la plus pessimiste d'Europe, au regard du chômage, de la précarité et de l'absence des jeunes dans le débat public, c'est-à-dire dans les responsabilités publiques. Cela ne tient pas à aujourd'hui, c'est le cas depuis 20 ou 30 ans. On se rappelle que sous Lionel Jospin, les emplois jeunes avaient été créés, et le résultat, c'est que ça avait été créé pour les jeunes qui n'étaient pas qualifiés. Et ce sont les super diplômés qui ont dû occuper ces fonctions. Donc, ce à quoi j'appelle, c'est à ce que la jeunesse soit au cœur du débat public dans la perspective de la présidentielle de 2012, comme on l'avait fait pour l'écologie, où l'écologie, qui était un sujet assez mineur, est devenu majeur sous Nicolas Sarkozy. Donc c'est à ça que j'appelle, parce qu'au fond, je considère qu'on ne construit pas le monde de demain avec les idées d'hier, que la France ne peut pas se résumer à regarder juste dans le rétro. On ne peut pas vivre que dans la nostalgie de notre grandeur passée,
on doit aussi, par l'audace, la créativité, la circulation des forces vives que permet la jeunesse, eh bien, redonner à notre pays cette puissance, cet élan vital qui fait qu'il est un grand sur la scène internationale. Sinon, on a peur des autres, on a peur de l'Inde, de la Chine, on a peur du Brésil, on se dit quel dynamisme. Et nous en arrivons à ce que le vieillissement de la pyramide des âges conduise à un vieillissement de notre conception du monde. Et il n'y a que la jeunesse pour apporter ce surplus de créativité. Et elle est entreprenante, elle a envie de s'engager, elle a envie de réussir, elle arrive à faire des choses. Alors mais simplement, il faut la prendre en considération dans sa globalité. Il y a la jeunesse des cités, c'est vrai, on en parle beaucoup, mais il y a aussi la vaste majorité silencieuse, il y a aussi la jeunesse rurale, il y a aussi la jeunesse qui étudie, la jeunesse au travail, et celle-là, il faut aussi en parler. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme espoir, comme piste pour qu'ils puissent se prendre en main, comme vous disiez? Vous savez, pardon de citer ce vieil auteur qui s'appelle Bernanos, qui disait que quand la jeunesse se refroidit, le monde claque des dents. Nous en sommes là aujourd'hui. Je crois qu'il faut dire à cette jeunesse que le pays, on ne lui dit pas, mais la France a besoin de ces jeunes. Il faut lui dire, comme les Américains disent à leur jeunesse, nous avons besoin de vous. Il faut qu'on leur passe ce message. Il est aussi important que nous fassions ces réformes de structure auxquelles, d'ailleurs, la plupart des gouvernements de droite ont poussé pour, mais à chaque fois, les gens sortent dans la rue pour éviter que ça se fasse, alors que c'est bon pour la jeunesse. Je pense par exemple à la réforme du travail. Il y a quand même des salariés qui bénéficient de statuts ultra protégés, chèrement acquis, qui sont maintenus. Ce n'est pas un problème ni pour eux ni pour nous, mais simplement quand le prix à payer de cette inflexibilité, c'est l'absence de fluidité de notre marché du travail. Pour les jeunes, il y a un problème parce qu'ils ont du mal à rentrer sur le marché du travail. Quand les jeunes sortent dans la rue aujourd'hui sur les retraites, c'est ça dont ils parlent. Ils ne parlent pas de leur retraite demain, ils parlent de leur difficulté à rentrer sur le marché du travail. Et d'ailleurs, l'argument consiste à dire plus les aînés partiront tôt, plus ils auront d'emploi, eux les jeunes, ne tient pas la route parce que dans les pays du Nord, c'est l'inverse qui se passe. En même temps, le blocage, il est aussi lié en politique, on le constate. Et donc, ce que vous réclamez, c'est la fin d'un cumul des mandats. Oui, Nicolas Sarkozy a eu cette bonne idée très démocratique de dire que, voilà, on va limiter le mandat présidentiel à 2. Et on n'a pas eu cette réflexion pour les autres types de mandats qui permettraient aux jeunes d'intégrer plus la politique. Pourquoi c'est important? Non pas. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est dégoûtée de la classe politique. Ils votent par intermittence, ils ne font plus confiance à la politique, ils sont 2/3 à penser comme ça. Et donc je crois que aujourd'hui, s'ils sont dégoûtés de la classe politique, ils ne le sont pas de la politique. Parce que quand ils se mobilisent. En 2007, ils étaient 85% à voter. Et ils ont su renouer avec la politique par d'autres moyens, par l'engagement associatif, humanitaire, etc. Et toutes les associations comme Génération Précaire, Jeudi Noir, les Don Quichotte, c'est aussi, ou France Avenir, ils manifestent un désir d'engagement dans une époque qui est quand même désenchantée, ce qui en dit long sur leur courage. Donc je crois qu'il faut les aider, leur ouvrir la porte pour que finalement la France puisse mieux préparer ses élites dirigeantes à un jour être en mesure d'assumer les responsabilités. Mais il ne faut pas seulement, enfin on pourrait mettre tout à leurs pieds, ça ne suffit pas. Il faut aussi que la jeunesse y aille. Aille vers son destin, dise quelque chose à son temps et s'exprime, mais pas forcément pour le statu quo comme actuellement. Vous publiez ce livre à quelques semaines d'un remaniement annoncé. Évidemment, certains de vos collègues soupçonnent une volonté de changer de poste et donc de prendre le ministère de la Jeunesse. Absolument pas, absolument pas. Je fais ce livre au titre des idées, dans mon implication au sein de l'UMP. Et au ministère des Sports, je suis très bien. Alors là, n'ayez aucun doute là-dessus. Je suis très bien. Cet été, j'ai eu la joie immense, la fierté immense de partager les victoires de nos champions. Puis je me suis lancée dans des opérations liées au ministère qui sont très importantes et pas forcément médiatisables. Je pense à la préparation du budget qui est fondamentale, la préparation des états généraux du football qui vont nous permettre de tourner la page de l'Afrique du Sud. J'ai lancé un plan de lutte contre l'homophobie dans le sport, sans parler du projet de loi 2016 que je prépare depuis plusieurs mois et qui va nous permettre d'accueillir l'Euro de football en France. Et puis on est aussi candidat pour d'autres compétitions comme la Ryder Cup de golf, pour lesquelles aussi je travaille beaucoup. Donc tout cela fait qu'au ministère des Sports, on est dans un ministère de projets où on a besoin de temps pour aller au bout de ces projets. Et il y en a pas mal qui sont encore en suspens, malgré un bilan que je peux considérer comme bon, parce qu'on a quand même fait beaucoup de choses en un an. Manuel Valls était hier à votre place. Il vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. Vous avez déclaré en 2007
que si Sarkozy n'était pas là, je ne serais pas à l'UMP. Alors je vous pose une question évidemment avec un grand sourire. Est-ce que éventuellement demain vous accepteriez d'être dans un gouvernement d'ouverture d'un président socialiste? Mais je vois que Manuel Valls s'y voit déjà. C'est une proposition, une offre de service. Non, ce que j'ai dit effectivement, c'est que c'est Nicolas Sarkozy qui m'a donné l'opportunité de faire de la politique, donc à l'UMP, et que pour cela, voilà, c'est mon mentor quelque part, et que jamais je n'oublierai cette carte de naissance politique qu'il m'a donnée. Et c'est vrai que c'est avec lui que ça a commencé, et que je ne suis pas sûre que si je ne l'avais pas rencontré, s'il m'avait pas fait confiance, alors que je n'avais que 30 ans et que je n'avais aucune expérience politique, je ne suis pas sûre que j'en serais là aujourd'hui. Alors demain, l'ouverture de la gauche vers la droite, ils l'ont déjà fait sous Mitterrand. Non, j'ai pas envie de participer à une aventure comme ça. J'ai des convictions et je veux les défendre dans mon parti. Ramayad, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. À demain pour une nouvelle émission du Talk.